Les forces russes ont considérablement épuisé leur arsenal. Il se peut que les forces russes commencent maintenant à rationner. Leur utilisation de munitions de haute précision pour ces campagnes de frappe indique qu'ils continuent de rencontrer des difficultés en raison d'une pénurie de missiles de précision. Poutine est passé du statut de marchand d'armes à celui de mendiant d'armes. Après une année implacable de frappes ukrainiennes, la Russie est à court de systèmes de défense aérienne cruciaux. La situation est si grave que Poutine supplie la Turquie de lui rendre les S-400 vendus en 2019. La Russie aurait frappé à la porte d'Ankara. Confrontée à des pénuries de stock, Moscou pourrait être contrainte de récupérer ce qu'elle avait autrefois exporté. Est-ce un signe de panique ou quelque chose de bien plus précaire ? La situation s'aggrave. La Russie manque tant d'argent qu'elle troque du grain contre des roquettes, du carburant contre des soldats, et pourrait même remettre des secrets nucléaires à la Corée du Nord. Assez fou, non ? Aujourd'hui, nous abordons l'effondrement humiliant de la fierté russe et le désespoir de Poutine, désormais réduit à mendier et troquer. Commençons par la Turquie, car elle est au cœur de tout cela. Maintenant, récemment, à huis clos à Ankara, des responsables russes ont rencontré leurs homologues turcs et fait une demande étrange. Revendez-nous les systèmes de missiles S-400 que vous avez achetés il y a quelques années. Cette information choquante a d'abord été rapportée par le média turc NEFES, puis confirmée par plusieurs sources internationales. Pour être vrai, Moscou ne supplie pas à genoux, mais il a été dit que la situation est suffisamment désespérée pour surprendre même les Turcs. Les choses ne vont pas bien pour le Kremlin. Et comme ses ressources internes s'épuisent, il court après ses anciens clients. Lorsque la Russie a vendu pour la première fois les systèmes de défense aérienne S-400 à la Turquie, ce fut un véritable séisme géopolitique. En 2017, Ankara a surpris ses alliés de l'OTAN en signant un accord de 25 milliards de dollars avec Moscou pour 2 batteries du système. Sur le papier, la Turquie avait accès aux missiles patriotes de l'OTAN, mais des négociations tendues avec Washington ont frustré le président Erdogan. Poutine a vu sa chance. À peine un an après que les forces russes et turques ont failli s'affronter en Syrie, lorsque la Turquie a abattu un avion russe, Moscou a renversé la situation en proposant son bouclier antimissile le plus avancé à un membre de l'OTAN. Pour le Kremlin, c'était une victoire de propagande, prouvant qu'un pays de l'OTAN était prêt à rompre les rangs et acheter russe. Pour la Turquie, c'était une victoire stratégique, car elle a acquis l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne. Les livraisons ont été précipitées entre 2017 et 2019, avec des équipes russes aidant à installer les systèmes sur le sol turc. La Turquie a réalisé un tir d'essai en 2020 à Sinop, sur la côte de la mer Noire, faisant la une mondiale. Après des essais radars fin 2019, ce tir de 2020 fut le premier lancement opérationnel complet. Cela a suscité de fortes réactions des alliés de l'OTAN, surtout des États-Unis, qui avaient averti la Turquie contre l'activation du système russe. La réaction a été immédiate et brutale, avec Washington parlant de trahison. L'administration Trump a sanctionné la Turquie via la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique, ciblant son industrie de la défense. Pire, les États-Unis ont exclu la Turquie du programme F-35, dans lequel elle avait investi des milliards et comptait pour moderniser son armée de l'air. Le message était clair. Acheter russe signifiait perdre l'accès aux joyaux de la puissance aérienne occidentale. Les dirigeants de l'OTAN ont averti qu'intégrer du matériel russe dans leur réseau risquait d'exposer à Moscou des données sensibles sur les avions alliés. Avec toute cette pression venant de toutes parts, la Turquie a été contrainte d'adopter une attitude timide. Ce fut le début de la longue hibernation du système. Les S-400 achetés n'ont jamais été connectés au réseau de défense turc, ni placés en alerte maximale ou intégrés à la structure de commandement de l'OTAN. Au final, le nouveau jouet tant désiré de la Turquie est devenu un fardeau coûteux. Ses lanceurs et réseaux radars rutilants, 36 lanceurs, ont été discrètement stockés. Les équipes turques les ont entretenus, mais ils n'ont jamais été utilisés au combat ni connectés aux radars nationaux. Pendant des années, ces systèmes étaient inactifs, devenant un symbole politique plus qu'un atout militaire. Recep Tayyip Erdogan voulait s'émanciper de Washington, mais il a récolté l'isolement, la défiance de l'OTAN, la méfiance de la Russie et des milliards gaspillés pour une arme inutilisable. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et l'ironie n'a jamais été aussi forte. La Russie, autrefois fière d'avoir séduit un acheteur de l'OTAN, manque désormais de ressources. Alors que l'Ukraine frappe leur défense aérienne, Moscou convoite les S-400 turcs sous cocon comme un affamé un garde-manger fermé à clé. Des responsables russes auraient discrètement offert argent, réduction de gaz et faveurs militaires pour les récupérer. Des initiés turcs évoquaient des menaces,
dont une possible coupure énergétique ou des troubles en mer Noire. Si Ankara dit non, nous approfondirons cela un peu plus tard. Pendant que la Russie supplie de les racheter, l'OTAN fait pression de l'autre côté. Pendant des années, des responsables américains et européens ont pressé la Turquie de donner ces systèmes à l'Ukraine pour protéger les villes contre les missiles russes. Le président Zelensky lui-même aurait proposé directement l'idée à Erdogan, la présentant comme une justice poétique. Retourner le système invincible de Poutine contre lui. Les généraux ukrainiens sont également enthousiastes, espérant apprendre de cette technologie et exploiter ses faiblesses pour dégager le ciel. La Turquie se retrouve exactement là où elle ne voulait pas être, prise entre deux puissances réclamant le même système pour des raisons opposées. Désormais, officiellement, Ankara insiste sur le fait que les S-400 restent en place, mais tout le monde sait qu'ils sont désormais moins une arme qu'un atout de négociation. Symbole d'un équilibre précaire à $1 milliard en Turquie. Lors de leur livraison, les S-400 devaient démontrer qu'Ankara suivait sa propre voie. Ils rappellent le véritable coût de l'indépendance, et montrent qu'un simple équipement poussiéreux peut encore influencer. Dans les guerres d'aujourd'hui. Pour revenir à la Russie, la grande question est, pourquoi sont-ils si désespérés de racheter leurs propres armes? Ne peuvent-ils pas simplement en fabriquer d'autres? Ce n'est pas comme s'ils avaient décidé d'embêter la Turquie sans raison. S'ils proposent ce marché, c'est que la situation est vraiment critique. La guerre en Ukraine a épuisé leur défense aérienne, et la pression monte. Ils sont à court de défense aérienne, et leurs usines n'arrivent pas à suivre le rythme de la guerre. L'Ukraine a perfectionné la guerre par drone, et frappe toujours la Russie avec des drones bon marché, des missiles longue portée, et des attaques régulières. Le mois dernier, il a été rapporté que l'Ukraine a lancé plus de 1200 drones incendiant des dépôts de pétrole au Tatarstan et frappant des bases aériennes en Crimée. Ce ne sont pas des frappes aléatoires, elles sont conçues pour étirer les forces russes, les obligeant à se défendre partout, en même temps, des villes frontalières jusqu'à Moscou elle-même. L'approche de l'Ukraine est simple mais brutale. Utiliser des moyens peu coûteux pour causer des problèmes coûteux. Un drone à quelques milliers de dollars peut forcer la Russie à lancer un missile de plusieurs millions, en Crimée. L'Ukraine a détruit 3 lanceurs S-400 cette année avec des missiles Storm Shadow. À Belgrade, des frappes de drones ont désactivé 15% du radar. L'Ukraine est si efficace que Moscou en est ébranlé. Tous les 2 mois, des essaims de drones causent alors des explosions en ville, illuminant la skyline comme des feux d'artifice non désirés par les Russes. L'Ukraine utilise aussi des ballons leurres pour tromper les radars et pousser la Russie à gaspiller des missiles précieux. Ça fonctionne parce que les défenses russes, des gros S-400 aux plus petits systèmes Pantsir, sont trop dispersés et il manque de munitions pour les faire fonctionner. La Russie échoue tellement qu'au lieu d'arrêter l'Ukraine, elle essaie maintenant d'empêcher les Russes d'enregistrer ses échecs. Les drones et missiles ukrainiens frappent plus profondément que jamais en territoire russe, faisant exploser des raffineries, incendiant des usines et même détruisant des postes de commandement. Les conséquences sont impossibles à cacher. Des vidéos de boules de feu et d'épaves fumantes envahissent Telegram en quelques minutes, illustrant la vulnérabilité accrue de la Russie. Mais la réponse de Moscou n'a pas été de renforcer la défense, elle a été la censure. Plus de 30 régions interdisent désormais aux citoyens ordinaires de filmer ou de partager des images des frappes, ne laissant filtrer que des séquences soigneusement mises en scène par le gouvernement. L'objectif est simple, enterrer les preuves et contrôler le récit. Pourtant, plus ils essaient de faire taire le public, plus la vérité devient évidente. Chaque vidéo interdite ou ordonnance de bâillon montre que la deuxième armée la plus puissante ne peut même pas protéger ses villes. Même pour les calculs, les chiffres défavorisent la Russie. Chaque batterie S-400 coûte près d'1 demi-milliard de dollars et l'Ukraine dit en avoir détruit 12 cette année. Cela fait environ 6 milliards de dollars partis en fumée, sans compter les radars ou les équipages formés qui ne peuvent pas être remplacés du jour au lendemain. La Russie utilise des systèmes Buk moins chers pour combler les lacunes, mais ils échouent face aux nouveaux missiles occidentaux employés par l'Ukraine. Depuis 2022, l'OTAN a fourni des milliers de Stinger et NASAMS à l'Ukraine, renforçant l'avantage aérien de Kiev. Pendant ce temps, les usines russes tournent au ralenti. Les sanctions ont bloqué l'accès aux microprocesseurs et outils nécessaires à la fabrication de missiles. Avant la guerre, des usines comme Almazan pouvaient produire 2 douzaines de bataillons S-400 par an. Aujourd'hui, la production a diminué de moitié, et d'après les rapports, un missile sur 5 échoue au contrôle qualité. Ce n'est plus une pénurie, mais une crise. Et avant qu'on ne demande, non, les S-500 de nouvelle génération n'interviendront pas. Le S-500, présenté depuis des années comme le fleuron de la défense aérienne russe, devait dépasser les systèmes Patriot et FAAD. En réalité, seules quelques batteries ont été installées,
surtout près des sites nucléaires ou de Moscou. Même celles déjà déployées fonctionneraient avec des capacités partielles. Des rapports d'analystes de la défense russe datant du début de cette année indiquent que le S-500 souffre toujours de problèmes logiciels et de désalignement radar, ce qui le rend risqué à déployer près de véritables zones de guerre actives. De plus, le coût est stupéfiant, presque le double du S-400. Il est tellement coûteux et difficile à produire que même les planificateurs militaires russes le qualifient de bien de luxe en temps de guerre. Au lieu d'être la solution, le S-500 est devenu une pièce de musée à un moment où l'on a besoin de chevaux de trait. C'est pourquoi les S-400 inactifs de la Turquie paraissent si attrayants. Une arme révolutionnaire, entièrement armée, entreposée depuis plus de 6 ans. La Russie sait qu'ils sont prêts, et les envoyer à Donetsk ou Sébastopol pourrait protéger sa flotte de la mer Noire. Actuellement, cette flotte n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais elle demeure essentielle au plan de Moscou. Les frappes ukrainiennes, comme le naufrage du Moskva en 2022 et les attaques de drones et missiles Neptune, l'ont gravement paralysé. Cela a forcé la Russie à retirer la plupart de ses navires de Crimée vers des ports plus sûrs comme Novorossiysk. La flotte reste essentielle pour contrôler les routes de la mer Noire, malgré une emprise fragile. Les attaques de l'Ukraine ont transformé la mer en une voie navigable risquée, perturbant les livraisons d'énergie et de nourriture qui affluaient autrefois vers l'Europe. Depuis la guerre, les exportations de céréales d'Odessa ont chuté de moitié, augmentant les prix mondiaux de 20% sur un an. En même temps, les pétroliers russes luttent pour atteindre les ports en évitant mines et drones. Un accord de corridor, négocié par la Turquie et l'Organisation des Nations Unies, a permis d'exporter 30 millions de tonnes de blé depuis 2023, mais des attaques récentes risquent de le fermer. Si la Russie obtenait ses S-400, elle pourrait protéger ses navires et renforcer son contrôle maritime. Cela étoufferait l'économie de l'Ukraine et ferait grimper les coûts de l'énergie d'Istanbul à Berlin. Mais Erdogan a l'avantage et dire non maintient l'accès des navires turcs au gaz et aux céréales. La demande de Moscou devient un levier complexe pour les routes commerciales d'Ankara. Fait intéressant, la véritable raison pour laquelle Moscou insiste autant pour récupérer ses atouts stratégiques n'est peut-être pas seulement liée aux missiles, mais plutôt à la protection de leurs secrets. Le Kremlin craint de plus en plus que la Turquie permette discrètement à des techniciens de l'OTAN d'accéder aux S-400 sous pression. Même si Ankara ne les remet pas officiellement à l'Ukraine, la crainte est que des ingénieurs de l'OTAN aient déjà eu un aperçu des coulisses. Si les laboratoires de défense occidentaux accèdent au code radar, schéma de signal ou protocole d'engagement du S-400, cela pourrait changer la donne. L'OTAN pourrait créer des leurres, brouilleurs ou technologies furtives rendant ce système presque inutile bientôt. Pour la Russie, ce serait une catastrophe sécuritaire selon certains rapports. Des responsables russes ont prévenu Ankara que toute coopération avec l'OTAN sur les S-400 serait vue comme hostile et pourrait entraîner des représailles. Cela montre à quel point Moscou craint ce que ces systèmes entreposés pourraient révéler. La demande russe à la Turquie montre la gravité de la situation. Cela soulève une question. Pourquoi viser Ankara alors que Moscou a aussi vendu des S-400 à l'Inde, la Chine, l'Algérie et la Biélorussie? La réponse tient à un mélange complexe de géographie, politique et désespoir, avec une touche d'ironie amère. Voyons pourquoi le stock turc est l'atout majeur de la Russie. Les S-400 turcs sont uniques, car ils restent inutilisés depuis qu'Ankara a dû les écarter suite à la réaction de l'OTAN. La Turquie n'a jamais vraiment intégré ces systèmes dans son armée, contrairement aux autres acheteurs. La Russie voit ce rare atout inutilisé comme prêt à être récupéré. L'Inde, par exemple, compte sur ses S-400 pour contrer les menaces de la Chine et du Pakistan, en particulier le long de sa frontière himalayenne tendue. Les abandonner affaiblirait la défense de New Delhi, donc la Russie sait qu'elle ne peut pas le demander à l'Inde. La Chine emploie ses S-400 pour sécuriser la mer de Chine méridionale et dissuader les forces américaines et japonaises. Pékin voit la Russie comme un partenaire inférieur et ne fournirait jamais de système renforçant sa sécurité. L'Algérie mise sur ses S-400 pour garder sa supériorité aérienne en Afrique du Nord, tandis que la Biélorussie, proche de Moscou, n'a pas d'alternative à proposer. Cela s'explique par la mobilisation de ses défenses contre le flanc est de l'OTAN. La Turquie, elle, garde ses batteries inactives comme des voitures de sport inutilisées, ce qui la rend plus vulnérable à la demande de la Russie. La géographie joue aussi un rôle important. La Turquie est située juste sur la mer Noire, près des champs de bataille ukrainiens. Transférer les S-400 d'Ankara vers le front russe à Donetsk ou Sébastopol serait une victoire logistique rapide. Pour la Russie, le temps est crucial car ses défenses aériennes cèdent face aux frappes ukrainiennes, contrairement à l'envoi de systèmes depuis l'Asie ou l'Afrique. La Russie cherche également ailleurs pour combler les lacunes, mais les options sont limitées.
L'Iran a livré près de 2000 drones et missiles à courte portée, dont le Fateh 110 depuis 2023. Sa technologie de défense aérienne reste insuffisante pour les besoins russes. La Chine peut offrir des copies moins chères comme le HQ-9, mais elle en manque de portée et de fiabilité face au S-400. De plus, Pékin hésite à accroître les tensions avec l'Occident, en armant ouvertement la Russie. Ces demi-mesures montrent pourquoi la Russie est obsédée par le stock de la Turquie. C'est une solution clé en main, déjà construite et éprouvée au combat, qui se trouve à seulement un court trajet en bateau. Le problème reste avant tout politique. Les dirigeants de la Russie et de la Turquie, Poutine et Erdogan, ont une histoire de négociations, allant des gazoducs au cessez-le-feu en Syrie. La Russie juge sans doute Erdogan assez flexible pour négocier, surtout avec de l'énergie bon marché ou des avantages commerciaux. Les autres acheteurs de S-400 offrent cause moins de flexibilité. L'Inde, voulant équilibrer ses liens avec les États-Unis et la Russie, reste prudente sur les concessions. La Chine est trop puissante pour céder à Moscou. L'Algérie et la Biélorussie dépendent trop de la Russie pour négocier. La Turquie fait ainsi figure d'exception. Un membre de l'OTAN ayant acheté des missiles russes en subit les conséquences et possède désormais les systèmes que Moscou veut récupérer. La Russie, autrefois fière exportatrice d'armes, doit maintenant supplier un partenaire méfiant de lui rendre sa technologie, un retournement humiliant. Au-delà de l'aspect amusant, la Turquie doit considérer de réelles conséquences. En Turquie, les S-400 représentent désormais un champ de mine politique, dépassant le simple casse-tête diplomatique. Recep Tayyip Erdogan a défendu l'accord en 2017 comme un geste audacieux pour la souveraineté turque, défiant Washington et affirmant le droit de la Turquie à choisir sa défense. Pour ses partisans, cet achat symbolisait une victoire nationaliste et montrait qu'Ankara résistait à la pression de l'OTAN. Faire marche arrière, que ce soit en retournant les systèmes à la Russie ou en les envoyant en Ukraine, pourrait sembler être un recul. La hiérarchie militaire turque est aussi divisée. Des généraux souhaitent éliminer ce qu'ils jugent inutile dans le réseau de défense, espérant ainsi accueillir du matériel occidental moderne. Certains craignent que retirer les S-400 même inactifs soit vu comme une perte de prestige ou une concession à l'Occident. Au sein du parti d'Erdogan, les enjeux sont encore plus élevés. Les partisans de la ligne dure veulent protéger les liens avec Moscou et éviter de provoquer une crise gazière cet hiver. Les modérés estiment que renouer avec l'OTAN apporte plus d'avantages à long terme que les désagréments immédiats, selon les sondages. L'opinion publique est également divisée. Bien que de nombreux Turcs se méfient encore des intentions de Washington, la frustration face aux coûts économiques de la voie indépendante d'Erdogan ne cesse de croître. L'inflation avoisine les 60%. Les prix de l'énergie grimpent. Pour les citoyens, la diplomatie n'est pas abstraite. C'est de savoir si leurs factures de chauffage vont exploser en janvier. La décision sur le S-400 est désormais centrale dans le système radar Storm One, bloqué en stockage, impactant la stratégie militaire et les prix des supermarchés. Pour Erdogan, le S-400 ne sont pas qu'un poids mort, mais un levier. Washington a clairement indiqué que ces systèmes fabriqués en Russie restent un obstacle aux futurs accords de défense. Mais cela pourrait aussi ouvrir des opportunités recherchées par Ankara depuis des années. On évoque que donner les S-400 à l'Ukraine pourrait permettre de réintégrer le programme F-35. Cela pourrait même garantir des droits de coproduction pour d'autres avions américains. Recep Tayyip Erdogan a voulu relancer le rôle de la Turquie dans la chaîne d'approvisionnement de la défense, rappelant que ces usines produisaient auparavant de nombreux composants du F-35 avant les sanctions de 2019. Récupérer ne serait-ce qu'une partie de ce contrat rapporterait des milliards de revenus, restaurerait leur prestige et moderniserait la flotte turque avec les avions de chasse les plus avancés au monde. Le F-35 étant inaccessible, Recep Tayyip Erdogan a évoqué l'achat de F-16 Block 70 et de kits de modernisation, un accord que la Turquie défend à Washington. L'une ou l'autre de ces options allégerait la pression sur la force aérienne vieillissante d'Ankara et indiquerait que la Turquie est de nouveau en bon terme avec l'OTAN. Pour Recep Tayyip Erdogan, renoncer aux S-400 ne serait pas forcément une capitulation, mais pourrait être vu comme une habileté. Transformer une humiliation politique en opportunité pour obtenir les armes et la puissance industrielle tant désirée. L'effet de levier agit dans les deux sens. Si Erdogan s'oppose à Moscou, les représailles peuvent être immédiates. Un refus catégorique de restituer les S-400 détériorerait les relations du jour au lendemain, et la Russie dispose de nombreux moyens de pression. L'approvisionnement en gaz et les corridors commerciaux en Turquie risquent d'être perturbés cet hiver. Des troubles pourraient être provoqués en mer Noire ou en Syrie, où les troupes turques et russes se côtoient déjà avec méfiance. Dans une économie confrontée à l'inflation et à la dette, la menace de représailles russes pourrait ébranler les marchés et porter préjudice à Erdogan. Le pire pour le Kremlin n'est pas que la Turquie refuse, mais qu'elle accepte l'Ukraine. Si l'Ukraine reçoit les S-400, les conséquences pour la Russie pourraient être majeures.
Militairement, cela offrirait à l'Ukraine un moyen de percer davantage les défenses aériennes russes affaiblies. Les forces ukrainiennes, qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient neutraliser les S-400 avec des drones et des missiles de croisière, auraient soudainement accès à ce matériel eux-mêmes. Ils pourraient l'étudier, l'analyser et transmettre les informations au laboratoire de l'OTAN. Chaque vulnérabilité révélée fragiliserait davantage le ciel russe. Politiquement, ce serait un symbole dévastateur. L'exportation jadis vantée par la Russie se retourne désormais contre elle sur le champ de bataille. L'image seule, des missiles russes abattant des avions russes, ce serait humiliant. En Ukraine, ce serait un puissant cri de ralliement. Les créations de Moscou retournées contre elles-mêmes. D'un point de vue diplomatique, ce changement redéfinirait les lignes de fracture du jour au lendemain. Moscou riposterait presque certainement en réduisant les accords énergétiques, en arrêtant le tourisme et en s'appuyant sur ses alliés en Syrie et dans le Caucase pour faire pression sur les intérêts turcs. Pendant ce temps, Washington et l'OTAN se précipiteraient pour récompenser Ankara, désireux de consolider ce revirement. Cela marquerait une rupture nette après des années de tension, et redéfinirait la place de la Turquie au sein de l'Alliance. Pour Erdogan, la question des S-400 dépasse les avions et contrats. C'est naviguer entre deux géants. Pencher trop d'un côté ou de l'autre peut entraîner des conséquences dépassant largement ses frontières. S'il les remet à la Russie, il risque une plus grande isolation de l'OTAN. À l'Ukraine, il s'expose à la colère russe. Et s'il ne fait rien, ces systèmes restent un monument coûteux à l'indécision, prenant la poussière pendant que le monde autour d'eux brûle. La Turquie restant ferme sur les S-400. La Russie a dû explorer de nouveaux territoires et commercer avec un allié improbable pour soutenir son effort de guerre. Les problèmes de la Russie ne se limitent pas aux missiles. Face à la trésorerie en baisse et aux sanctions, Moscou adopte une vieille tactique, le troc. Imaginez une superpuissance mondiale troquant grains et pétrole contre des armes, comme au Moyen-Âge. La Corée du Nord, désormais alliée du Kremlin, est évitée par la plupart des nations comme un mauvais voisin. Ce commerce n'est pas seulement un signe du désespoir de la Russie, c'est un accord qui pourrait bouleverser le monde, bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Les sanctions occidentales ont exclu la Russie des banques mondiales, gelé 300 milliards de dollars de réserves et limité l'accès aux pièces de haute technologie. Les usines qui fabriquèrent des missiles survivent aujourd'hui en assemblant d'anciens modèles soviétiques, comme un garagiste réparant une vieille voiture. Pour maintenir la machine de guerre en marche, la Russie décharge des navires remplis de blé, de pétrole et même de matériel de construction dans les ports nord-coréens. En retour, Pyongyang envoie des obus, roquettes et missiles à courte portée. Depuis 2023, la Corée du Nord a envoyé près de 10 milliards de dollars d'armes à la Russie, dont 8 millions d'obus d'artillerie et des milliers de soldats pour tenir les lignes défensives à Kursk. Pour un pays où la faim est une réalité quotidienne, les livraisons de céréales de la Russie valent plus que de l'or. C'est un triste échange. De la nourriture contre de la puissance de feu. Mais il ne s'agit pas seulement de balles et de pain, il y a un côté plus sombre. Des rapports de renseignement évoquant que la Russie partagerait des connaissances militaires sensibles, comme des plans de propulsion de sous-marins. Ce ne sont pas des ogives nucléaires, mais cela pourrait aider la Corée du Nord à construire des sous-marins lance-missiles. Imaginez Kim Jong-un avec ce pouvoir. Les bases américaines au Japon ou à Guam ne seraient plus sûres. La Corée du Nord affiche sa puissance avec des essais du missile Hwasong-19. Nous représentons une menace pour nos observateurs. Pour la Russie, c'est un pari risqué. Ils échangent des secrets pour survivre, mais pourraient créer un problème plus grave demain. Le monde le remarque, et il n'est pas content. La Corée du Sud, juste de l'autre côté de la frontière, est sur les nerfs. Si la Russie soutient la Corée du Nord, Séoul pourrait fournir des armes à l'Ukraine, inversant la situation pour Moscou. Le Japon augmente ses investissements dans la défense, tandis que la marine américaine patrouille près des eaux nord-coréennes pour intercepter des cargaisons suspectes. Tout navire traversant la mer du Japon est un risque. Tension diplomatique, saisie, voire pire. La Russie prend de gros risques, mais ses chances sont faibles. Cet accord de troc montre sa chute. Il y a 10 ans, Moscou figurait parmi les principaux vendeurs d'armes, générant 15 milliards de dollars par an auprès de nombreux pays. Aujourd'hui, elle négocie avec l'un des régimes les plus isolés, troquant de la nourriture contre des armes faute d'alternative. La Corée du Nord aime avoir l'avantage, et en profite pour jouer un rôle plus important sur la scène mondiale, en plus de recevoir des fournitures. Pour Poutine, c'est une chute humiliante de puissance mondiale à négociateur désespéré. Chaque envoi venant de Pyongyang montre que la Russie manque d'options. Cet accord avec la Corée du Nord achète du temps à la Russie, mais ce n'est qu'un pansement sur une blessure bien plus profonde. Le bilan de la guerre augmente, révélant une histoire sombre.
La Russie nécessite près de 90 000 obus d'artillerie par mois pour sa guerre, venant notamment de la Corée du Nord et de l'Iran. Ils ne reçoivent qu'un tiers des obus, dont beaucoup sont défectueux. Environ 15% n'explosent pas ou ne tirent pas, selon des soldats à Donetsk. L'Ukraine, soutenue par l'OTAN, reçoit 60 milliards de dollars annuels, dont des armes de haute technologie supérieures à celles de la Russie. Le troc aide Moscou à rester en lice, sans modifier la trajectoire. 200 milliards de dollars dépensés, 1 million de soldats tués ou blessés, et une inflation proche de 10% dans le pays. Cela résume le coût humain et économique auquel ils font face. Chaque livraison nord-coréenne leur fait gagner du temps mais révèle leur faiblesse. La Corée du Nord profite de cette faiblesse, alors que de nombreux Russes ont honte de ce partenariat. Actuellement, 40% des obus d'artillerie du front proviennent de Corée du Nord. Cela montre que la Russie ne dirige plus, elle mendie. La situation au Kremlin est tout aussi chaotique. Des sources militaires évoquent des guerres internes sur la stratégie, les dépenses et la survie. Le ministère de la Défense et les industriels se disputent des ressources rares. Certains généraux veulent se concentrer sur la défense du territoire russe, tandis que les factions alignées sur le service fédéral de sécurité poussent pour des frappes plus agressives, afin de maintenir l'Ukraine en déséquilibre. La Russie fonctionne comme une équipe rivale sans commandement unifié, ce qui redessine la carte du monde. La Turquie devient un faiseur de roi, utilisant ses S-400 comme levier et négociant des accords céréaliers. La Corée du Nord s'affirme, la Chine étend son influence discrètement, et la Russie. Elle est sur la défensive, s'accrochant à d'anciens accords et essayant de s'en sortir par le troc. La guerre a montré la dépendance de la Russie aux ventes d'armes pour afficher sa puissance. Ses ventes diminuent, ses défenses faiblissent et ses partenaires s'éloignent. Les options de la Russie s'amenuisent. Si la Turquie conserve les S-400, ils restent un symbole d'ambition freinée, inutilisé par Ankara, inaccessible pour Moscou et indésirable pour l'OTAN. Si Erdogan les donne à l'Ukraine ou à l'Occident, la Russie subirait d'énormes pertes stratégiques et politiques. Mais même si la Turquie ne fait rien, le temps continue de jouer contre le Kremlin. L'industrie de défense russe est sous pression, les sanctions se font sentir de plus en plus durement, et les frappes de drones continuent d'éroder ce qui reste de son bouclier aérien. Les solutions temporaires d'Iran ou de Corée du Nord ne suffiront pas. La Chine pourrait fournir du matériel, mais pas assez vite ni sans contrepartie pour avoir un réel impact. Économiquement, la Russie brûle son argent et ses munitions plus vite qu'elle ne peut les remplacer. Sa machine de guerre fonctionne, mais les rouages grincent. L'Ukraine avance grâce au soutien occidental, tandis que Moscou réagit plus qu'elle ne dirige. Cette guerre a révélé plus que des pertes sur le champ de bataille. Elle a révélé la vulnérabilité militaire, économique et diplomatique de la Russie. Autrefois grand exportateur d'armes, elle recherche maintenant des pièces détachées provenant d'anciens accords et régimes isolés. Ce changement d'image n'est pas seulement humiliant, il est dangereux. Dans la politique mondiale, la perception de la force est la force. Actuellement, la Russie perd les deux. Merci d'avoir regardé.